embrasser un géant du monde microbrassicole au Québec, McCausland. En 1989, Peter McCausland lance la Sainte-Ambroise blonde et devient le premier à embouteiller de la bière de microbrasserie. On vous offre un moment privilégié en compagnie de ce pionnier de la bière. Racontez-moi les débuts de la grande brasserie McCausland. On a commencé il y a 22 ans dans le sud-ouest de Montréal, à Saint-Henri. À l'époque, nous avons loué une locale pas loin d'ici et on a eu une gang de 4 personnes qui a travaillé ensemble pour commencer la brasserie. On a commencé avec la fameuse bière blonde de Sainte-Ambroise, celle que nous avons dans nos mains. À l'époque, c'était la première bière que nous avons brassée. C'était très petit, comme plusieurs petits brasseurs au Québec aujourd'hui. Quand nous avons visité le magasin la première fois avec les bouteilles de bière, la question était toujours « Est-ce que vous avez un permis pour le faire? » C'était une aventure à l'époque. De l'autre côté, on a vu les cuves où vous brassez des bières de type ale. C'est quoi le processus qui se passe dans cette cuve-là avec les levures et tout? Nous utilisons toujours pour les cuves de ale. Ale, on utilise un levure de haute fermentation. C'est un très vieil levure que nous avons trouvé en Angleterre qui était utilisé depuis maintenant pas loin de 200 ans. Dans le cuve, à la fin de la fermentation, la levure va au-surface de la cuve et on pelte la levure, on sauve la levure pour la prochaine brassin. Nous avons fait ça depuis le commencement. Nous n'avons jamais changé nos levures depuis nous avons commencé. Imaginez-vous, c'est peut-être 20 000 générations de levure. Dans le cas des lagers, à la fin de fermentation, le levure, ça tombe au fond de les cuves. Et la seule façon d'enlever ça, c'est d'avoir les fonds du cuve conique. Dans cette façon, on peut enlever le fond de la cuve. Le levure pour le lager, c'est moins stable que le levure pour les ales, parce que c'était développé en Copenhague il y a peut-être un siècle et demi par un certain M. Pasteur, un nom peut-être vous le connaissez. Alors, ils sont plus délicats comme levure, pas tough comme celle que nous brassons nos ailes. Donc, vous ne pouvez pas les garder. Vous n'avez pas le choix de les changer toujours. Oui, on peut les utiliser pendant une certaine période de temps. Mais pas aussi longtemps. 7 ou 8 ou 9 ou 10 générations, mais il faut les changer. Il faut retourner aux souches fréquemment avec les lagers. Beaucoup moins avec les ailes. Avec toute l'expérience que vous avez, vers quoi on s'en va? Avec les attitudes qui ont changé chez les consommateurs d'une façon très importante. Ils cherchent les nouveautés, ils cherchent les produits locaux, ils cherchent les produits de terroir. Dans les années 30, en Amérique du Nord, on a eu 1700 brasseurs. Dans les années 70, il a tombé à 70 brasseurs, imaginez-vous. Et maintenant, en Amérique du Nord, nous sommes 2000 petits brasseurs encore. Pourquoi ce gros changement des attitudes de les brasseurs? Mais plus que ça, c'était les attitudes des consommateurs. Ils ont voulu changer leurs habitudes. Et d'après moi, il faut retourner à nos racines de les années 30 et 40 de le dernier siècle pour avoir une industrie en grande santé. Selon vous, qu'est-ce qu'une bière évolutive? Au retour de la pause, la réponse à la question belle gueule et on passe de la brasserie au champ avec Peter McCausland. Avant la pause, on vous demandait ce qu'est une bière évolutive. Il y a des bières filtrées, des bières non filtrées. Et quel phénomène se produit une fois qu'elles sont embouteillées? Il y a des bières filtrées qui sont bonnes fraîches et il y a des bières non filtrées qui sont des bières refermentées en bouteille. Ces bières-là, on peut les garder au moins 1 an parce qu'ils continuent à fermenter dans la bouteille. Monsieur McCausland, vous avez décidé de nous emmener ici, dans votre petit coin de paradis. Où on est, là? Nous sommes à Dunham, dans les cantons de l'Est, pas loin de Philipsburg. Nous avons 50 hectares du terrain. La plupart, c'est utilisé pour les pommes. Et nous avons 1000 pommiers.
Et ça va produire quelque chose comme 6 000 livres de pommes cette année, je crois. Certains gens passent le temps dans un gymnase. Je passe mon temps dans des champs. J'ai l'exercice en même temps que je produise quelque chose. Peut-être c'est le fait que je suis de souche écossaise que je veux valoriser tout ma temps. Mais c'est le fun, hein, ici, c'est l'épée. Vous allez faire pousser du houblon bientôt ici, là. J'ai acheté des petits rhizomes de houblon dans l'Ouest américain ce printemps passé. Alors maintenant, ils sont tous dans les pots en train de développer et je veux les planter dans les champs. J'espère qu'on va être prêt pour le printemps prochain. Nous avons vu une tendance présentement aux États-Unis plus qu'ici que les brasseurs créent une bière avec le nom de Green Hop Beer, c'est-à-dire qu'ils utilisent les houblons qui sont fraîchement prises de les plantes, pas séchées du tout, et ils sont immédiatement mis dans le bouilloire pour créer une bière qui est très, très, très fraîche. Alors, évidemment, ça, c'est attirant pour un brasseur parce qu'en général, les houblons sont pas utilisés quand ils étaient juste récoltés la même journée. Alors, c'est intéressant comme l'idée, oui. Qu'on peut se débarrasser des escargots en mettant de la bière dans le jardin. Oui. Ouais. Oui, j'ai pas fait ça récemment, mais c'est vrai que si quelqu'un a des problèmes avec les escargots dans le jardin, mettre un petit container avec la bière. C'est pas seulement les humaines qui adorent la bière, évidemment, nous adorons toute une variété d'escargots. Et évidemment, ils partagent notre amour pour la bière aussi. Mais c'est un noyade plaisant pour eux. J'ai vu le petit logo que vous avez sur votre verre. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose avec ça? Nous avons un employé, il y a des années, qui a tatoué le logo sur son épaule. Je suis assez jeune, à 65. C'est le temps de commencer d'avoir les tatous. Pourquoi pas? Alors, je pense que si je le fais, je vais commencer avec le sceau de Saint-Ambroise sur mes épaules. Cheers! La semaine dernière, la cuvée spéciale Ça va brasser a passé le test du contrôle de qualité. Aujourd'hui, les brasseurs débutent l'embouteillage. Aujourd'hui, nous embouteillons 9000 bouteilles qui seront disponibles le jour de la dernière diffusion de l'émission. La bière doit sortir de la cuve, passer par une pompe et rentrer dans la soutireuse, donc ce qui remplit les bouteilles. Avant ça, évidemment, il faut mettre les bouteilles vides sur la ligne. Ils rejoignent la bière dans la soutireuse. On n'a pas besoin de mettre une étiquette parce que c'est des bouteilles déjà sérigraphiées. Et ensuite, on doit le prendre par la main, le mettre dans les boîtes qu'une autre équipe a préparées d'avance. À 13 personnes, tout le monde veut travailler en même temps. Oui, on se file un peu sur les pieds, il faut dire. On prévoit une journée, une longue journée. Ça serait habituellement 4 heures. Mais avec l'équipe de production, disons, spéciale aujourd'hui, de 13 brasseurs, ça va prendre comme 13 heures. La semaine prochaine, la bière Ça va brasser s'approche de plus en plus de chez vous. Restez avec nous. Dans un instant, on part à la découverte des bières de McCausland. Monsieur McCausland, parlez-moi de vos bières. Qu'est-ce que vous brassez ici? On brasse la Saint-Ambroise. C'était la première bière que nous avons brassée, lancée en 1989, en février de cette année-là. L'année suivante, nous avons développé notre stout, notre bière noire à l'avoine en 90. En 92, nous avons développé les deux griffons, griffon russe et griffon blonde. Nous avons aussi développé une marque Frontenac à l'époque qui est encore disponible dans les bars et restos à Montréal. Vous avez des bières saisonnières aussi? Oui, ça c'est une des choses qui nous donnons énormément de plaisir, c'est de brasser des bières saisonnières. Et nous avons une bière à la framboise. Super bonne. Oh. Délicieux. Vous avez un bon goût, mais c'est très cher aussi, la plus chère bière à brasser. Une bière à la citrouille, une bière écossaise, une bière
Russe Impérial, qui est très, très fort, 10 % d'alcool. Nous avons lancé récemment un India Pale Ale qui est bien houblonné, beaucoup de caractère doublon. Je sais que vous brassez aussi une bière qui est à l'abricot. Oui, en fait, il y a 15 ans, nous avons développé ça comme un produit saisonnier. C'est la bière Saint-Ambroise à l'abricot. Et nous, c'est une bière assez léger, pas trop doublon, avec des concentrés d'abricot qui donnent un arôme d'abricot, un petit goût d'abricot, pas trop sucré, très rafraîchissante, une bière pour toute l'année, évidemment, mais une bière pour l'été aussi. Je sais que c'est difficile de choisir, mais est-ce qu'il y en a une qui est votre coup de cœur, toujours, parmi tout ce que vous brassez ici? Toujours la Saint-Ambroise. Toujours? Oui, la Saint-Ambroise est celle que, j'imagine, dans une année de 365 jours, je prends une Saint-Ambroise au moins 300 jours. Ah, quand même? Alors, je connais le goût de ça très, très bien. Je le suis franchement. J'adore cette bière-là. Un client fidèle? Oui, je suis un fidèle. Mais vous savez que la qualité, c'est primordial ici. C'était toujours la clé pour nous. Ma femme, Hélène, était la maître brasseur qui a développé toutes nos recettes. Et elle insiste sur la qualité. Meilleure façon que je le contrôle, j'ai une bouteille de chaque brassin. Depuis, nous avons commencé, que je prends à la maison et je goûte. La philosophie que nous avons, comme petit brasseur, c'est de créer des bières dans une façon fidèle. Chaque batch a son propre personnalité, mais évidemment, il faut que chaque batch, chez le consommateur, ait le même goût. C'est vraiment un challenge, un défi que nous avons d'assurer que nos produits sont toujours les mêmes, mais ça, c'est primordial aussi. Vous avez aussi décidé de développer une ligne de produits dérivés à base de bière, comme les moutardes, des savons aussi. J'ai vu des cupcakes. Pourquoi vous avez décidé de mélanger la bière à tout ça? Le vin peut être utilisé dans toutes sortes de produits dérivés. Bon, c'est la même chose avec la bière. C'est le fait que nous avons créé deux moutardes il y a déjà 20 ans. Nous avons préparé les jambons forêt avec notre bière noire, le choucroute, le savon. En fait, j'ai rasé ce matin avec votre savon à la bière? Le savon que nous avons créé. C'est juste une indication. C'est un genre de message aux consommateurs aussi que la bière, c'est pas seulement quelque chose à boire quand vous avez fini de couper le gazon. Hein? C'est un produit beaucoup plus sophistiqué comme ça. Plus complexe. Et les fromages que nous avons, le Clos Saint-Ambroise, nous avons gagné un prix international avec le fromage. La raclette à la Griffon a été nommée la meilleure raclette au Canada ou en Amérique du Nord il y a 2-3 ans. Ça donne nous autres énormément de plaisir aussi de présenter ces produits dans tous nos événements. Merci, M. McCausland. Cheers. Cheers. Savez-vous quand la bière a été inventée? Par qui? La bière est sans doute la plus vieille boisson alcoolisée connue de l'humanité. Elle date d'au moins l'ère néolithique, 8000 ans avant Jésus-Christ. Imaginons-nous dans la préhistoire. Les hommes des cavernes, partent à la chasse pendant que les femmes cueillent des fruits et des céréales sauvages pour le prochain repas. Pour rendre les céréales plus faciles à mâcher, elles les font tremper pour faire une genre de soupe. On y ajoute peut-être quelques petits fruits pour agrémenter le tout. Supposons qu'un imprévu arrive et que l'on doive tout lâcher et fuir. En revenant quelques semaines plus tard, affamé, on retrouve le vieux restant de soupe. Ça sent pas tout à fait comme d'habitude, mais on la boit quand même. Et voilà, on a un drôle de feeling. C'est agréable et on est heureux ensemble en gang. Et la bière est née. Mais comment une vulgaire soupe aux céréales devient-elle euphorisante? Est-ce que la déesse des plantes est venue visiter la caverne? La femme qui l'a faite a-t-elle des pouvoirs magiques? Un don des dieux? Un jour, quelqu'un trouve le secret pour répéter la recette. Vraisemblablement une femme. Comme la bière se transporte difficilement quand on est nomade, elle s'installe là où il y a abondance de céréales. Et puisque sa recette est bonne, elle a beaucoup de visites. Puis les gens s'installent autour et trouvent des trucs pour mieux faire pousser les céréales. Et c'est la naissance de l'agriculture. Quelques scientifiques avancent même la théorie que la sédentarisation de l'humanité aurait été favorisée par l'invention de la bière. C'est peut-être pas la bière qu'on connaît aujourd'hui, mais imbibée de magie et de dévotion, elle a sûrement joué un rôle déterminant dans notre évolution. Au retour de la pause, un repas gargantuesque au pied de cochon avec notre biérologue Mario Dair.
dans des assiettes généreuses. Ce soir, autour de la table, nous avons Mario Dair, notre chroniqueur expert en bière, M. Peter McCausland, que vous avez connu aujourd'hui un peu plus tôt, Martin Picard, chef propriétaire du restaurant Pied de Cochon, à ma droite, Mme Hélène Baumsal, qui est maître brasseuse et évidemment épouse de M. Peter McCausland, et Taylor, le fils de Peter et Hélène. Alors, M. McCausland, qu'est-ce qu'on boit pour commencer? La fameuse McCausland Cream Ale. C'est vraiment un produit exceptionnel, mais tous nos produits sont exceptionnels. Mario, tu peux me donner un peu de détails sur cette bière exceptionnelle? C'est une bière qui a de l'azote dedans. On n'a pas mis la carbonatation au gaz carbonique qui est un produit de la fermentation naturelle de la bière. Les Britanniques ont mis au point un système où on pouvait mettre l'azote dans un tank, puis après ça, pousser la bière avec de l'azote dans des débits comme ici. L'azote va arrondir toutes les saveurs de la bière. Si tu prends la même bière servie sur azote ou sans azote, la bière non azotée au gaz carbonique va être un petit peu plus acide et un petit peu plus amère. Ça va aller chercher vraiment les notes de malt caramel qu'on a dans cette bière-là. Alors vraiment, c'est typique des bières qu'on peut boire dans des pubs. Alors on ne peut pas avoir ça dans une bouteille parce que l'azote doit être poussé en même temps que la bière dans notre verre. Martin, tu avais une suggestion pour aller avec cette bière-là? C'est des temaki, mais au lieu que ça soit avec du saumon, ben on va le prendre avec un tartare de pisson. On a une petite coquille d'œuf de caille, on prend le jaune qui est à l'intérieur, on le dépose à l'intérieur, puis on mange. C'est un plaisir solitaire. Encore une fois. C'est incroyable comment c'est bon. Il faut attendre vraiment avant de prendre une gorgée de bière. Là, on n'a pas le goût de prendre une gorgée de bière tout de suite parce que ça se développe pendant longtemps en arrière-goût. Et je crois que c'est quand le piquant arrive qu'on a le goût de prendre une gorgée de bière. Et c'est vraiment comme un caramel qui enveloppe le piquant, qui efface complètement le goût de l'assiette. On va chercher le houblon de la bière. Très rafraîchissant, très nettoyeur de papilles, qui nous donne le goût de récidiver et de recommencer. C'est comme si à chaque fois, c'est la première fois. Le deuxième bière pour moi, c'est la Frontenac, une bière que nous avons réinventée, une recette que nous avons trouvée dans les fichiers de la maître brasseur de la brasserie Frontenac. Mario, à toi là. Santé d'abord. Santé d'abord. Santé d'abord. Alors ici, une bière plus facile à apprivoiser. Vous allez remarquer les notes de malt, des notes de biscuit, dans un corps assez soyeux, sans être une bière ronde ou épaisse, dont le houblon, l'amertume rafraîchissante du houblon peut vraiment bien s'exprimer en finale. Et ce qui est intéressant avec cette bière-là, c'est qu'elle porte le nom d'un illustre personnage de l'histoire du Québec, celui qui a fermé la brasserie Jean Talon à l'époque. Ce que j'aime ici, c'est que M. McCausland a réussi à trouver un filon pour aller fouiller dans notre histoire un petit goût du milieu du 20e siècle, là où la bière goûtait vraiment quelque chose. Et ici, on a vraiment un témoignage historique de ce que la bière pouvait goûter dans la jeunesse de mes parents ou la jeunesse de tes grands-parents. Martin, avec cette bière-là, tu as pensé à nous cuisiner quel plat? Ça va être des côtes de cochon et ça va être servi avec des haricots fondants. Donc c'est un plat de brasserie là, comme on aime l'imaginer, mais avec une qualité de viande, je pense, qui est très honnête. D'abord, la viande du porc d'une grande finesse. Alors, une bonne texture, ça goûte bon. Et en plus, la façon que la sauce est arrangée, on ne peut pas éviter la sauce qui est légèrement sucrée, légèrement caramélisée. Quand on prend une gorgée de cette bière-là, la bière regrette de ne pas avoir été sauce elle-même. Alors la bière se joint à la sauce
pour ajouter du sucré à la viande. Alors, c'est comme si ça épaissit la sauce. Ça ajoute ce petit côté biscuit qu'on retrouve dans la bière. Et ça allonge le goût pendant longtemps d'arrière-goût. Et comme avec le plat précédent, le houblon de la bière vient finir la relation. À la fin, c'est le houblon qui s'exprime et ça efface tous les goûts dans notre bouche. On est prêt à recommencer l'expérience. Et c'est bon, un petit péché, cette affaire-là. Monsieur McCausland, est-ce que vous aimez ce qu'on vous a servi ce soir? C'est tendre, c'est un produit de luxe, avec c'est luxurieux. Moi, j'ai envie de porter un toast au chef et à Monsieur McCausland. Santé! Hey! On se retrouve la semaine prochaine. En 1989, Peter McCausland lance la Saint-Ambroise blonde et devient... Exactement. M'excuse, j'ai perdu le fil de ma question. Oui, le noyade de Dave Escargot, ça c'est...